Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des Chemins. Le Colonial Pipeline est de nouveau opérationnel, mais la société indique qu'il faudra plusieurs jours pour que la chaîne d'approvisionnement revienne à la normale. Avec quelques difficultés, les stations-service ressentent toujours les effets secondaires. Environ 25% des stations-service de Caroline du Nord n'ont plus d'essence. La représentante républicaine Madison Cawthorn a déclaré mercredi à la Chambre des représentants que le prix de l'essence est monté en flèche. Les files d'attente se sont formées dans tout le grand État de Caroline du Nord. La société de suivi GasBuddy a déclaré que près de 60% des stations-service de la région métropolitaine d'Atlanta étaient sans essence. 4 gouverneurs ont déclaré l'état d'urgence, le gouverneur de la Floride Ron DeSantis, le gouverneur de la Virginie Ralph Norman et le gouverneur de la Géorgie Brian Kemp. Cette déclaration fait suite à celle du gouverneur de la Caroline du Nord, Roy Cooper. Alors pour rappel, le prix du gaz était déjà en hausse avant que la cyberattaque ne paralyse le principal pipeline du pays. En moyenne, les prix des carburants ont augmenté de 60% au cours de l'année écoulée, mais avec ce qui vient de se passer, la situation ne fait qu'empirer. L'attaque de cybersécurité contre la Colonial Pipeline a provoqué des achats de panique et des accumulations de carburant, mais elle suscite également des craintes quant à la cybersécurité. En effet, selon le FBI, le groupe appelé DarkSide est responsable de la cyberattaque de la semaine dernière. Il a désactivé certains systèmes informatiques internes et a exigé une rançon pour les libérer. Et alors que le Colonial a d'abord déclaré qu'elle ne paierait pas la rançon, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé puisque selon Bloomberg, Colonial a payé aux pirates près de 5 millions de dollars en Bitcoin. Une personne au courant de l'affaire a déclaré aux médias qu'une fois la rançon payée, les pirates ont fourni à l'opérateur un outil de décryptage pour restaurer le système informatique désactivé, mais l'outil était si lent que la société a continué à utiliser ses propres sauvegardes pour aider à restaurer le système. Évidemment, la sécurité est désormais une priorité pour l'entreprise. Elle a annoncé qu'elle va mener une série d'évaluations de la sécurité pour se conformer aussi aux directives fédérales. Et justement, au niveau fédéral, Biden a signé un décret qui, selon lui, améliorera la cybersécurité du pays. Il vise à mieux équiper les agences fédérales en outils de cybersécurité. Il encourage également le secteur privé, qui exploite une grande partie des infrastructures critiques du pays, à améliorer ses propres normes de cybersécurité. En vertu de la nouvelle ordonnance, un système sera activé sur les réseaux fédéraux pour surveiller en permanence les cybermenaces et y répondre. Il a créé un conseil d'examen de la sécurité pour la cybersécurité. Il se réunira après des cyberattaques majeures pour analyser et faire des recommandations pour l'avenir. Les attaques de cybersécurité se sont multipliées ces dernières années. La Maison-Blanche a déclaré dans un communiqué que les entités de secteur public et privé des États-Unis sont de plus en plus confrontées à des cyberactivités malveillantes, sophistiquées de la part d'acteurs étatiques et de cybercriminels. Ajoutant que ces incidents ont pour point commun de manifester notamment les défenses insuffisantes en matière de cybersécurité qui rendent les entités des secteurs publics et privés plus vulnérables. Et selon la société Coverware, les rançons moyennes payées l'année dernière aux États-Unis dans le cadre des cyberattaques ont été multipliées par plus de 3 pour atteindre plus de 310 000 $. Et la Grande-Bretagne, de son côté, renforce également la cybersécurité. Elle va investir plus de 30 millions de dollars pour aider les pays vulnérables à lutter contre les cybermenaces provenant de la Chine, de la Russie et d'autres acteurs. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a prévenu que les acteurs étatiques hostiles et des bandes criminelles utilisent la technologie pour saper la démocratie. Ces commentaires ont été faits lors d'une conférence sur la sécurité en ligne. Il a déclaré que les régimes autoritaires, notamment la Corée du Nord, l'Iran, la Russie et la Chine, utilisent les technologies numériques pour saboter, voler ou alors pour contrôler et censurer. M. Raab a déclaré qu'il était important d'élargir le groupe de pays partageant les mêmes idées dans la lutte contre la cybermenace, affirmant, je cite, « Franchement, nous devons empêcher la Chine, la Russie et d'autres pays de combler le vide multilatéral. Cela signifie qu'il faut faire beaucoup plus pour soutenir les pays les plus pauvres et les plus vulnérables qui sont les plus exposés. » Il ajoute que le gouvernement britannique investira 22 millions de livres
pour aider les pays vulnérables d'Afrique et de la région Indo-Pacifique à renforcer leur cyberdéfense. Le Royaume-Uni travaillera également avec Interpol pour mettre en place un nouveau centre de cyberopération en Afrique afin de soutenir les opérations conjointes contre la cybercriminalité. Et revenons maintenant aux États-Unis. Le sénateur républicain Ben Sasse, membre de la commission du Sénat sur le renseignement, a déclaré en début de semaine que la cyberattaque mettait en évidence la vulnérabilité des infrastructures énergétiques américaines aux pirates informatiques. Selon lui, la cyberattaque est un avertissement de ce qui nous attend. Et en parlant d'infrastructure, c'est une semaine cruciale pour les priorités de Biden en matière d'infrastructure. Les 4 principaux membres de la direction du Congrès ont eu leur première réunion à la Maison-Blanche depuis que Biden a pris ses fonctions. Le chef de file des républicains au Sénat, Mitch McConnell, et le chef de file des républicains à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, ont indiqué qu'ils étaient prêts à travailler avec Biden sur les infrastructures. Pour autant, ils ont fixé tous les deux une limite quant aux augmentations d'impôts. Le leader de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré, je cite, « Nous ne sommes pas intéressés par la réouverture de la loi fiscale de 2017 et nous l'avons fait tous les deux savoir au président. C'est notre ligne rouge, a-t-il dit. » Il ajoute que la Maison-Blanche a poussé le Congrès à approuver un projet de loi sur les infrastructures de près de 2,3 trillions de dollars et un plan d'éducation et de garde d'enfants de 1,8 trillion de dollars. Les républicains résistent aux hausses d'impôts imposées pour financer ces plans. Et de son côté, Kevin McCarthy a déclaré, je cite, que les chiffres que nous avons entendus aujourd'hui sur l'inflation devraient terrifier chaque Américain, car la question n'est pas de savoir s'il va y avoir une augmentation d'impôts. Vous venez d'avoir la plus grande augmentation d'impôts que vous n'avez jamais eue en plus de 10 ans et elle vous a déjà frappé. McConnell est revenu à la charge ce week-end en disant qu'il soutiendrait un projet d'infrastructure plus petit. Il a déclaré à la Kentucky Education Television ce week-end, le prix correct de ce que la plupart d'entre nous considèrent comme une infrastructure est d'environ 600 à 800 milliards de dollars. Cette déclaration fait référence à la contre-proposition présentée par les républicains, dirigée par Shell Moore Capito, sénatrice de la Virginie occidentale, et cette proposition s'élève à 568 milliards de dollars et couvre les routes, les ponts, les hauts débits, les transports publics, les chemins de fer, les ports, etc. En d'autres termes, tout ce qui généralement est considéré comme une infrastructure traditionnelle. M. Biden, quant à lui, continue de défendre son projet d'imposer les sociétés et les riches, affirmant, je cite, « Il est temps qu'ils commencent à payer leur juste part ». Mais d'après les dernières données de l'IRS, en 2018, 1% des plus riches ont gagné environ 20% de tous les revenus, mais ils ont payé environ 40% de tous les impôts sur le revenu des particuliers. M. Biden a tenu les réunions avec les législateurs pour faire avancer le projet de loi sur les infrastructures. Il rencontrera 6 sénateurs républicains par la suite. Et en ce qui concerne la hausse des prix, l'inflation semble s'accélérer. Les prix à la consommation ont augmenté de 4,2% sur un an en avril. C'est le taux le plus rapide depuis environ 13 ans. Le prix à la consommation aux États-Unis ont dépassé les prévisions des économistes et ont connu leur plus forte hausse depuis plus de 10 ans. Cela alimente les craintes d'une inflation élevée. Les indices des prix de voitures et camions d'occasion a largement contribué à la hausse mensuelle de l'inflation. Il a fait un bon record de 10% en avril, la plus forte augmentation mensuelle de l'histoire. La forte hausse de l'inflation est susceptible d'alimenter les craintes d'une augmentation des taux d'intérêt par la Fed, bien que les responsables de la Réserve fédérale aient minimisé ces craintes en prédisant que les hausses de prix seraient transitoires. Ils ont également répété à plusieurs reprises qu'ils ne relèveront pas les taux ou ne réduiront pas le programme mensuel d'achat d'obligations tant que l'inflation ne se situera pas en moyenne autour de 2% pendant une période prolongée. L'industrie du gaz est l'un des secteurs qui a connu des hausses massives. Il a augmenté de 49,6% au cours des 12 derniers mois. C'est la plus forte hausse sur 12 mois depuis janvier 2010. L'indice de l'électricité a augmenté de 1,2%. L'indice du gaz naturel a augmenté de 2,4% au cours du mois, soit sa 3e hausse consécutive. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et de votre présence. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.